Avez-vous déjà ressenti cette peur profonde d'être invisible, que personne ne voit vraiment combien vous vous efforcez ou la valeur que vous avez? C'est une pensée terrifiante de croire qu'en dépit de tous vos efforts, vous pourriez passer inaperçu et sous-évalué. L'angoisse de ne pas être reconnu peut être écrasante, vous laissant vous demander si quelqu'un verra un jour que vous êtes destiné à quelque chose de grand. Mais si je vous disais qu'il y a des signes clairs que les gens autour de vous perçoivent déjà que vous êtes destiné à quelque chose de spécial? Dans cette vidéo, nous allons révéler les 8 signes puissants qui indiquent que vous êtes sur la bonne voie et que votre présence est remarquée et valorisée. Préparez-vous à découvrir comment identifier ces indices et transformer la peur en une confiance renouvelée. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait changer votre perspective et vous aider à obtenir la reconnaissance que vous méritez. Maintenant, voyons ce qu'il faut chercher pour savoir que vous êtes vraiment destiné à quelque chose d'incroyable. Un point imitation de comportement. Imaginons une situation très simple. Vous êtes à l'école et un jour, vous décidez de porter un chapeau super stylé. Au début, c'est vous seul qui le portez, mais avec le temps, vos amis commencent à adopter des chapeaux similaires. Peut-être que quelqu'un choisit un chapeau d'une couleur différente, ou un autre ami décide de porter un modèle semblable, mais qui correspond davantage à son style. Tout à coup, il semble que tout le monde a décidé que le chapeau est à la mode. Maintenant, réfléchissez, pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi les gens ont-ils commencé à faire la même chose que vous, même si c'est un peu différent? Cela se passe parce que, d'une certaine manière, vous êtes devenu une référence pour eux. Ils vous ont observé, ont remarqué que vous avez choisi quelque chose de différent et ont aimé l'idée. Peut-être que ce n'était pas quelque chose auquel ils auraient pensé eux-mêmes, mais en vous voyant faire, ils ont senti qu'ils pouvaient aussi essayer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils disent « Waouh, cette idée est tellement bonne que je veux aussi le faire ». C'est ce qu'on appelle l'imitation de comportement, qui se produit lorsque quelqu'un choisit de copier quelque chose que quelqu'un d'autre fait, parce qu'il pense que c'est une bonne idée. L'imitation de comportement peut se produire n'importe où et dans divers contextes. Peut-être avez-vous déjà vu quelqu'un dans votre famille faire quelque chose d'intéressant, comme préparer un plat délicieux ou raconter une histoire drôle, et vous avez pensé « je veux essayer aussi ». Tout à coup, vous vous retrouvez dans la cuisine, essayant de reproduire ce plat, ou racontant des blagues similaires à vos amis. Et savez-vous pourquoi vous faites cela? Parce que la personne que vous avez choisi d'imiter vous a inspiré d'une certaine manière. Ce qu'elle a fait semblait tellement intéressant ou amusant que vous avez décidé d'essayer aussi. Mais ce n'est pas seulement dans la vie réelle que cela se passe. Vous pouvez le voir dans les films, les dessins animés et même sur les réseaux sociaux. Lorsque nous regardons quelque chose que nous aimons, comme un personnage qui fait quelque chose d'incroyable, il est courant de vouloir imiter. Peut-être avez-vous vu un super-héros réaliser un mouvement spectaculaire, et peu après, vous avez essayé de le reproduire chez vous. Ou alors, vous avez vu une vidéo de quelqu'un dansant une musique amusante et vous avez voulu danser de la même manière. Cela montre que, souvent, nous choisissons nos comportements en fonction de ce que nous voyons et de ce que nous trouvons intéressant. Et ce n'est pas réservé aux enfants. Les adultes le font aussi tout le temps. Ils voient quelqu'un au travail qui est extrêmement organisé, et soudainement, ils essaient de s'organiser de la même manière. Ou ils remarquent qu'un ami lit un livre fascinant et décident qu'ils veulent aussi lire. Même sans s'en rendre compte, nous imitons tous les comportements que nous admirons ou que nous trouvons utiles. Maintenant, pensons à une histoire. Imaginez que vous avez un ami très courageux. Il affronte toujours les défis avec un sourire et rien ne semble trop difficile pour lui. Un jour, vous jouez au parc et il y a un toboggan très haut que vous n'avez jamais osé descendre. Mais votre ami y monte et descend en riant tout le temps. Vous observez et pensez, s'il peut le faire, peut-être que je peux aussi le faire. Inspiré par son courage, vous décidez d'essayer aussi. Et, quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà au sommet du toboggan, prêt à descendre. Et devinez quoi? Vous y êtes arrivé. À ce moment-là, vous avez choisi d'imiter le comportement courageux de votre ami, et cela vous a aidé à affronter votre peur. Cette décision d'imiter le comportement d'une autre personne peut nous enseigner beaucoup de choses. Nous pouvons apprendre à être plus courageux, plus créatifs, plus gentils ou même plus patients. Et cela se passe naturellement, car nous observons toujours le monde autour de nous,
cherchant des choses qui pourraient nous inspirer. Donc, la prochaine fois que vous réalisez que vous faites quelque chose parce que vous avez vu quelqu'un d'autre le faire, rappelez-vous, vous avez choisi d'imiter ce comportement parce qu'il vous a montré une manière nouvelle et intéressante de faire les choses. Et c'est une des façons les plus cool d'apprendre et de grandir, n'est-ce pas? 2. Conseils non sollicités. Imaginez la situation suivante. Vous venez d'acheter une nouvelle voiture, celle que vous avez recherchée pendant des mois, comparez les prix, évaluez les caractéristiques, et enfin, faites le choix que vous estimez être le meilleur pour vous. Vous êtes enthousiaste, conduisant dans les rues avec ce sentiment d'accomplissement. Mais, soudainement, quelqu'un de proche, peut-être un ami ou même un membre de la famille, commence à vous donner des conseils sur la manière dont vous auriez dû faire l'achat. Ils commandent des modèles qui, selon eux, seraient meilleurs, ou des offres que vous avez ratées parce que vous n'avez pas assez cherché. Et vous vous demandez, ai-je demandé cet avis? Ce type de situation est plus courant qu'il n'y paraît et est un exemple classique de conseils non sollicités. Ce sont ces suggestions ou remarques qui arrivent sans avertissement, généralement à des moments où vous ne les avez pas demandées et ne vous y attendiez pas. Cela peut concerner votre carrière, votre relation, ou même ce que vous devriez manger pour le dîner. Et souvent, ces conseils viennent de personnes ayant les meilleures intentions. Elles veulent aider, guider, ou même vous protéger d'une erreur possible. Mais, au lieu de se sentir aidé, vous pouvez vous sentir envahi, comme si vos décisions n'étaient pas valorisées ou respectées. Approfondissons un peu plus cette question. Imaginez que vous êtes dans une relation sérieuse. Vous et votre partenaire traversez une phase très positive, partageant des projets et construisant une vie ensemble. Cependant, il y a toujours cet ami ou ce parent qui semble savoir ce qui est mieux pour vous. Il commence à donner des suggestions sur ce que vous devriez faire, ce que vous devriez changer dans la relation, ou même si cette personne est la bonne pour vous. Même si vous êtes heureux et sûr de vos décisions, ces conseils non sollicités peuvent susciter des doutes inutiles et souvent causer du malaise. Après tout, qui connaît vraiment ce qui est mieux pour vous? Ces conseils, bien qu'ils viennent d'un lieu de soins, peuvent finir par créer une pression supplémentaire. Parfois, vous pouvez sentir que vous devez justifier vos choix, expliquant pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Et cela peut être épuisant, car en réalité, la décision a déjà été prise en fonction de ce que vous avez choisi pour vous. Et voici la question. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles si poussées à donner des conseils, même lorsque personne ne l'a demandé? Une explication courante est que donner des conseils fait sentir aux gens qu'ils sont utiles. Ils croient qu'ils contribuent de quelque manière que ce soit, en offrant une nouvelle perspective que vous n'aviez peut-être pas envisagée. Et, dans certains cas, cela peut être vrai. Il peut y avoir des moments où un conseil inattendu apporte vraiment un nouvel éclairage sur une situation. Cependant, dans beaucoup d'autres occasions, ces conseils non sollicités créent simplement du bruit, détournant votre attention de ce qui compte vraiment, vos propres choix et le chemin que vous avez choisi de suivre. Imaginez une situation où vous décidez de changer de carrière. Après des années de travail dans le même domaine, vous sentez qu'il est temps de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte réellement de la satisfaction. Mais dès que vous partagez cette décision avec les gens autour de vous, des opinions surgissent de tous côtés. Es-tu sûr? Et la stabilité? Je pense que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de faire cela. Tout à coup, l'enthousiasme pour le changement commence à être remplacé par un sentiment de doute, causé par ces conseils que vous n'avez même pas demandés. C'est là qu'entre en jeu l'importance de filtrer ces conseils. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement ce que les autres ont à dire. Après tout, écouter un avis différent peut être précieux. Mais il est essentiel de se rappeler qu'au bout du compte, vous êtes celui qui connaît le mieux vos besoins et vos désirs. Vous vivez votre vie, faites face aux conséquences de vos choix et devez sentir que vous contrôlez votre propre destin. Le mot-clé ici est « choisi ». Vous avez choisi votre chemin, pris vos décisions en fonction de ce que vous croyez être le mieux pour vous. Et, bien que les conseils puissent venir de tous les côtés, il est crucial que vous restiez ferme dans vos convictions. Ce que les autres pensent peut être intéressant, mais cela ne doit pas définir le cours de vos actions. Donc, la prochaine fois que vous recevrez un conseil non sollicité, prenez une grande inspiration et rappelez-vous, vous êtes le seul responsable de vos choix. Remerciez poliment, si nécessaire, mais gardez le focus sur ce qui compte vraiment pour vous. Parce qu'au final, ce qui est le plus important,
c'est que vous soyez satisfait du chemin que vous avez choisi de suivre. Après tout, personne d'autre ne peut le faire à votre place. 3. Nervosité ou inconfort. Avez-vous déjà vécu une situation où, soudainement, vous avez senti votre cœur s'accélérer, vos mains commencer à transpirer, et une sensation d'inconfort envahir tout votre corps? Peut-être était-ce lors d'une présentation importante au travail, d'une rencontre avec quelqu'un de nouveau, ou même d'une conversation difficile que vous saviez devoir avoir. Ce sentiment de nervosité ou d'inconfort est quelque chose que nous expérimentons tous à un moment donné, et bien qu'il soit désagréable, il fait partie de notre expérience humaine. La nervosité est comme une alarme interne. Lorsque nous sommes sur le point de faire face à quelque chose de difficile ou d'inconnu, notre corps et notre esprit entrent en état d'alerte. C'est comme s'ils disaient « Faites attention, quelque chose d'important se passe ». Cette alarme peut être utile dans certaines situations, car elle nous prépare à réagir rapidement ou à donner le meilleur de nous-mêmes. Cependant, lorsque la nervosité devient excessive, elle peut finir par nous gêner plus qu'autre chose. Imaginez que vous vous préparez pour un entretien d'embauche. Vous avez révisé votre CV, étudié l'entreprise, répété les réponses aux questions possibles, mais malgré tout, au moment venu, vous ressentez ce fameux stress. C'est tout à fait normal. La nervosité, dans ce cas, est liée au désir de faire bonne impression et de réussir. Mais si ce sentiment d'inconfort commence à prendre le dessus, il peut vous faire sentir paralysé, incapable de montrer tout votre potentiel. Un autre exemple courant est la nervosité sociale, que beaucoup de gens ressentent lorsqu'ils se trouvent dans un environnement inconnu ou qu'ils rencontrent de nouvelles personnes. Vous pouvez être à une fête, entouré de personnes que vous ne connaissez pas très bien, et soudain, vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Les conversations qui seraient normalement faciles et fluides commencent à sembler forcées. Cela arrive parce que, lorsque nous sommes dans des situations qui sortent de notre zone de confort, notre esprit peut interpréter cela comme un danger potentiel, même si rationnellement nous savons qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, comment gérer ces moments de nervosité ou d'inconfort ? D'abord, il est important de reconnaître ce qui se passe. Au lieu d'essayer d'ignorer ou de réprimer ces sentiments, acceptez qu'ils sont là et qu'ils sont une réaction naturelle à ce que vous êtes sur le point d'affronter. La deuxième étape est de respirer profondément. Cela peut sembler simple, mais la respiration profonde est un outil puissant pour calmer le corps et l'esprit. Lorsque nous sommes nerveux, notre respiration tend à devenir courte et rapide, ce qui ne fait qu'accentuer la sensation d'inconfort. En vous concentrant sur votre respiration et en la ralentissant, vous aidez votre corps à revenir à un état plus calme. Une autre stratégie est de se préparer mentalement à la situation. Visualisez-vous en train de relever le défi et de réussir. Cela aide non seulement à réduire la nervosité, mais aussi à augmenter votre confiance en vous. De plus, rappelez-vous qu'il n'y a pas de problème à se sentir nerveux. Tout le monde passe par là, et la plupart du temps, les personnes autour de vous ne remarquent même pas que vous êtes nerveux. L'important est de ne pas laisser l'inconfort vous empêcher d'avancer et de donner le meilleur de vous-même. À mesure que nous acquérons de l'expérience et que nous faisons face à différentes situations au cours de notre vie, nous commençons à réaliser que la nervosité, aussi inconfortable soit-elle, n'a pas à être un obstacle. Elle peut être vue comme un signe que nous faisons quelque chose d'important, quelque chose qui compte réellement pour nous. Et avec le temps, nous apprenons à naviguer dans ces situations avec plus de sérénité, en utilisant la nervosité à notre avantage, plutôt que de la laisser nous contrôler. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez ce malaise familier se rapprocher, rappelez-vous, c'est simplement votre corps qui vous dit que vous êtes sur le point de faire quelque chose de significatif. Respirez profondément, préparez-vous et affrontez le défi la tête haute. Car, au bout du compte, c'est ainsi que nous grandissons et devenons plus forts. 4 points hostilité ou sabotage. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble toujours sur la défensive, comme s'il était prêt à attaquer à tout moment ? Ou peut-être connaissez-vous cette personne qui, de manière subtile, essaie de saper ce que vous faites en mettant des obstacles sur votre chemin ? Cette combinaison de hostilité et de sabotage peut survenir dans divers contextes, que ce soit au travail, dans des relations personnelles ou même dans des situations quotidiennes. Imaginez que vous travaillez sur un projet important, mettant tout en œuvre pour fournir un résultat de haute qualité. Soudainement, vous remarquez qu'un collègue, au lieu de collaborer,
commence à critiquer vos idées de manière agressive et à créer des situations qui compliquent le déroulement du projet. Cette hostilité peut être une forme de sabotage, consciente ou inconsciente, où la personne, pour une raison quelconque, se sent menacée ou dérangée par vos progrès. La hostilité surgit généralement comme une réponse à des sentiments d'insécurité ou de peur. Lorsqu'une personne se sent menacée, que ce soit par le succès d'un autre, par un changement en cours ou par une situation échappant à son contrôle, la réaction peut être d'attaquer avant d'être attaqué. Cela crée un environnement tendu, où la coopération laisse place à la compétition et où l'accent est mis sur la survie plutôt que sur l'objectif commun. D'un autre côté, le sabotage peut être plus subtil. Il ne se manifeste pas toujours par des critiques directes ou des confrontations ouvertes. Souvent, il se révèle dans les petites actions, ce collègue qui oublie de transmettre une information importante ou qui retarde intentionnellement une tâche essentielle pour compromettre votre travail. Ce sabotage silencieux est tout aussi nuisible, car il érode la confiance et crée un climat de méfiance. Alors, comment gérer cette situation ? Tout d'abord, il est important de ne pas réagir de la même manière. Répondre à l'hostilité par plus d'hostilité ne fait qu'alimenter le cycle et rendre l'environnement encore plus toxique. Au lieu de cela, essayez de comprendre ce qui motive ce comportement. Peut-être que la personne traverse une période difficile ou a ses propres insécurités qu'elle projette sur vous. Cela ne justifie pas son attitude, mais cela peut vous aider à l'aborder de manière plus constructive. Si l'hostilité ou le sabotage affecte votre travail ou votre bien-être, il est essentiel d'établir des limites claires. Des conversations franches et directes, où vous exprimez ce que vous ressentez et l'impact que les actions de l'autre personne ont sur vous, peuvent aider à désamorcer la situation. Cependant, soyez préparés à ce que la conversation ne soit pas facile. Les personnes qui agissent de manière hostile ou sabotante ont souvent du mal à reconnaître leur comportement et peuvent réagir de manière défensive. Une stratégie efficace est de se concentrer sur les faits et non sur les émotions. Au lieu de dire « vous me sabotez toujours », essayez quelque chose comme « j'ai remarqué qu'il y avait un retard dans la livraison de cette tâche, ce qui a impacté le délai du projet ». Cela aide à maintenir la conversation sur un niveau professionnel et réduit les chances d'escalade en un conflit plus important. Il est également important de se rappeler que toute hostilité ou sabotage ne nécessite pas une confrontation directe. Parfois, la meilleure réponse est simplement de continuer à faire votre travail du mieux possible, sans vous laisser abattre par les attitudes négatives des autres. Montrez que vous êtes au-dessus de ce comportement et que votre objectif est le résultat, et non les drames. Enfin, si vous vous trouvez dans une situation où l'hostilité ou le sabotage est persistant et commence à affecter gravement votre bien-être ou votre performance, il peut être nécessaire de chercher de l'aide. Parler à un supérieur, un médiateur ou même chercher des conseils en dehors du cadre de travail peut être nécessaire pour résoudre le problème de manière efficace. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens rencontrent des situations d'hostilité et de sabotage, mais avec une approche calme, centrée et assertive, il est possible de surmonter ces défis et de continuer à avancer vers vos objectifs. Après tout, vous avez été choisi pour être là où vous êtes par vos propres mérites, et cela personne ne peut vous l'enlever. Recherche de validation. Vous êtes-vous déjà surpris à essayer de prouver votre valeur aux autres, peut-être même plus qu'à vous-même ? La recherche de validation est quelque chose que nous vivons tous à différents moments de notre vie. Ce désir d'être reconnu, approuvé ou complimenté peut se manifester de plusieurs façons, depuis notre comportement en public jusqu'à la façon dont nous recherchons des retours dans notre travail et nos relations. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous préparez un dîner spécial pour des amis. Vous passez des heures en cuisine, essayant de tout rendre parfait, et à la fin, vous êtes impatient d'entendre les compliments sur le plat. Vous voulez que vos amis disent que le dîner était merveilleux et que vous êtes un excellent cuisinier. C'est naturel, n'est-ce pas ? Nous voulons tous voir nos efforts être reconnus et valorisés. La recherche de validation peut également se manifester de d'autres manières. Au travail, vous pouvez chercher constamment la reconnaissance de vos collègues ou supérieurs, espérant un compliment ou une promotion. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez surveiller les likes et les commentaires sur vos publications, recherchant l'approbation des autres comme un signe que vous allez bien. Ces comportements reflètent le désir d'être validé, de sentir que ce que vous faites est important et apprécié.
Mais pourquoi cette recherche de validation est-elle si puissante et, souvent, si difficile à contrôler? Dans de nombreux cas, elle est profondément liée à notre estime de soi et à la manière dont nous nous percevons. Lorsque nous cherchons l'approbation externe, nous essayons souvent de compenser des insécurités internes ou de combler des lacunes dans notre image de soi. La validation des autres peut devenir un substitut temporaire à l'acceptation de soi et à la confiance en soi. Il y a un risque associé à cette recherche de validation. Elle peut devenir un cercle vicieux. Lorsque vous ne recevez pas la reconnaissance attendue, vous pouvez vous sentir démotivé, voire découragé. Ce sentiment peut conduire à une recherche encore plus intense d'approbation, créant un cycle difficile à briser. D'un autre côté, lorsque vous recevez un compliment, vous pouvez ressentir une satisfaction momentanée, mais celle-ci peut rapidement s'estomper, entraînant une nouvelle recherche de validation. Alors, comment gérer ce besoin de validation de manière saine? Tout d'abord, il est important de reconnaître que la recherche de validation est une partie normale de l'expérience humaine, mais qu'elle ne doit pas définir votre valeur personnelle. Essayez de réfléchir à ce que vous appréciez vraiment en vous-même et dans vos réalisations. Plutôt que de dépendre uniquement de la reconnaissance des autres, cherchez des moyens de vous auto-évaluer et de vous reconnaître pour vos accomplissements et vos efforts. Une autre approche utile est de définir des objectifs personnels et professionnels qui ont du sens pour vous, indépendamment de l'approbation externe. En établissant et en travaillant vers des objectifs que vous considérez comme importants, vous pouvez trouver un sens de l'accomplissement et une satisfaction qui ne dépendent pas de la validation des autres. De plus, la pratique de l'auto-acceptation peut être extrêmement bénéfique. Cela implique de reconnaître et d'accepter vos propres qualités et défauts, sans dépendre de validations externes constantes. Développer une attitude d'autocompassion et d'autovalorisation peut aider à réduire le besoin de validation externe et à renforcer votre confiance intérieure. Enfin, rappelez-vous que nous cherchons tous un certain niveau de validation et de reconnaissance. L'important est de trouver un équilibre sain, où vous pouvez valoriser et célébrer vos réalisations sans devenir excessivement dépendant de l'approbation des autres. La véritable validation vient de l'intérieur, et en apprenant à vous valoriser et à vous reconnaître, vous pouvez trouver une satisfaction durable qui ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent. 6. Prétention de connaissance. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, lorsqu'il parle d'un sujet, semble avoir une certitude absolue, comme s'il était un expert en tout? Ce comportement, connu sous le nom de prétention de connaissance, se manifeste lorsque quelqu'un agit comme s'il avait une maîtrise totale d'un sujet, même s'il n'a pas de connaissances approfondies ou d'expérience réelle à ce sujet. Cela peut être à la fois une exagération ou une façon inconsciente de montrer de la confiance, et se produit souvent dans divers contextes, des conversations quotidiennes aux environnements professionnels. Imaginez la situation suivante. Vous êtes en réunion de travail et quelqu'un commence à discuter d'une nouvelle stratégie de marketing. Cette personne parle avec une telle assurance et un tel détail sur ce qu'il faut faire que, soudainement, tout le monde commence à la considérer comme un spécialiste du sujet. Cependant, il se peut que cette personne ait simplement lu quelques articles sur le sujet ou, pire, que ses idées reposent sur des informations obsolètes. Sa confiance peut impressionner, mais cela ne reflète pas nécessairement une connaissance réelle et approfondie. La prétention de connaissance est souvent liée au besoin de paraître compétent ou d'obtenir une acceptation sociale. Lorsqu'une personne veut être perçue comme un expert ou un leader dans un domaine particulier, elle peut finir par exagérer ses compétences ou ses connaissances. Cela peut être motivé par l'insécurité, le désir de se faire remarquer ou même une tentative de compenser un manque d'expérience réelle. La personne peut croire que si elle montre une certitude inébranlable, les autres croiront qu'elle sait vraiment de quoi elle parle. Ce phénomène peut également se produire dans des contextes plus informels. Pensez à une conversation entre amis sur la santé et la nutrition. Tout à coup, quelqu'un commence à parler de régime et de suppléments, citant des faits et des études qui n'ont pas été vraiment vérifiés. Même sans être nutritionniste, cette personne peut donner l'impression d'avoir une connaissance approfondie du sujet. Cela peut conduire à des conseils mal informés et potentiellement nuisibles étant partagés comme s'ils étaient des vérités absolues. Pour gérer la prétention de connaissance, il est important d'adopter une approche critique. Poser des questions sur la base des informations de quelqu'un et rechercher des preuves concrètes peut aider à distinguer entre connaissances réelles et simple confiance exagérée.
Dans un environnement professionnel, il est toujours bénéfique de promouvoir une culture d'apprentissage continu et d'humilité. Reconnaître que personne ne sait tout et qu'il y a toujours place pour apprendre et grandir peut aider à réduire la prétention de connaissance. Une autre stratégie est de cultiver la capacité d'écouter et d'évaluer les informations de manière critique. Plutôt que d'accepter des affirmations uniquement sur la base de la confiance de celui qui les fait, il est essentiel de considérer la qualité des sources et la validité des informations présentées. Cela améliore non seulement la prise de décision, mais favorise également un environnement plus collaboratif et fondé sur des preuves. De plus, si vous constatez que quelqu'un autour de vous prétend avoir une connaissance qu'il n'a pas, il est important d'aborder la situation avec empathie et respect. Au lieu de confronter directement la personne, vous pouvez poser des questions ouvertes et encourager une discussion plus approfondie. Cela peut conduire à un dialogue constructif et éventuellement aider la personne à reconnaître la nécessité d'une recherche ou d'une étude plus approfondie sur le sujet. N'oubliez pas, être certain de quelque chose ne signifie pas nécessairement avoir une connaissance approfondie. Dans toutes les situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, il est essentiel de rechercher des informations fondées sur des preuves, de promouvoir une culture d'apprentissage et de maintenir un esprit ouvert. Cela aide non seulement à éviter le problème de la prétention de connaissance, mais contribue également à un environnement plus informé et équilibré. Après tout, le véritable savoir vient de la recherche continue de la compréhension et de la disposition à apprendre des autres. 7. Obsession avec les échecs. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de se fixer sur un petit échec et de laisser cela envahir vos pensées ? L'obsession avec les échecs est un comportement courant qui peut toucher chacun d'entre nous, entraînant souvent une autocritique excessive et un sentiment constant d'insatisfaction. Ce schéma de pensée peut se manifester dans différents aspects de la vie, du travail aux relations personnelles, et peut avoir un impact significatif sur notre bien-être et notre productivité. Imaginez que vous venez de terminer une présentation importante au travail. Dans l'ensemble, la présentation s'est bien déroulée et la plupart des gens semblent satisfaits. Cependant, vous n'arrivez pas à arrêter de penser à une petite erreur que vous avez commise, peut-être un mot mal prononcé ou une diapositive qui n'était pas tout à fait alignée. Au lieu de reconnaître le succès global de la présentation, vous vous fixez sur cette erreur mineure, vous sentant comme si elle avait compromis toute votre performance. C'est un exemple classique de l'obsession avec les échecs. L'obsession avec les échecs découle souvent d'un désir de perfection. Beaucoup de gens croient que pour réussir, ils doivent atteindre un niveau impeccable, sans erreur. Cela peut être exacerbé par les comparaisons avec les autres ou par les normes de performance élevées que nous nous fixons. Lorsque nous faisons inévitablement des erreurs, ces sentiments d'échec peuvent sembler encore plus amplifiés, menant à une analyse critique exagérée et à un sentiment d'inadéquation. Ce schéma de pensée peut être nuisible. Lorsque nous nous concentrons trop sur nos échecs, nous détournons notre attention des aspects positifs et des réalisations que nous avons déjà accomplies. Cela affecte non seulement notre estime de soi, mais peut aussi nuire à notre motivation et à notre capacité à avancer. L'obsession avec les échecs peut nous faire sentir que nous ne sommes jamais assez bons, ce qui peut entraîner un cycle de stress et de frustration continue. Pour faire face à l'obsession avec les échecs, il est important d'adopter une perspective plus équilibrée et réaliste. Au lieu de se concentrer uniquement sur les erreurs, essayez d'analyser la situation de manière plus large. Demandez-vous, que ai-je appris de cette expérience ? Et quels ont été les aspects positifs que j'ai réussi à atteindre ? Reconnaître à la fois les réussites et les échecs peut aider à créer une vision plus équilibrée et moins critique de soi-même. Une autre stratégie utile est de pratiquer l'autocompassion. Au lieu de vous punir pour une erreur, traitez-vous avec la même compréhension et gentillesse que vous offririez à un ami. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que celles-ci sont une partie naturelle du processus d'apprentissage. En traitant vos propres erreurs avec compassion, vous pouvez réduire l'intensité de l'obsession et améliorer votre résilience émotionnelle. De plus, fixer des objectifs réalistes et atteignables peut aider à réduire la pression d'être parfait. En établissant des attentes qui sont stimulantes mais réalisables, vous pouvez créer un environnement où les erreurs sont perçues comme des opportunités de croissance plutôt que comme des échecs inacceptables. Enfin, la pratique de la pleine conscience et la méditation peuvent être des outils efficaces pour gérer l'obsession avec les échecs.
Ces pratiques aident à maintenir l'esprit concentré sur le moment présent et à réduire la rumination sur les erreurs passées. En cultivant une attitude d'acceptation et de pleine conscience, vous pouvez diminuer l'impact négatif de l'obsession avec les échecs et promouvoir un état mental plus équilibré et positif. En résumé, l'obsession avec les échecs est un schéma de pensée qui peut affecter négativement notre vie et notre bien-être. En adoptant une approche plus équilibrée et compatissante vis-à-vis des erreurs, et en se concentrant sur nos réussites et notre apprentissage, nous pouvons commencer à surmonter ce schéma et mener une vie plus satisfaisante et positive. Rappelez-vous que nous sommes tous en processus de croissance et d'amélioration continue, et chaque erreur est une opportunité d'apprendre et d'évoluer. 8. Influence et limites. Nous vivons dans un monde interconnecté où l'influence est omniprésente. Que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail ou dans nos cercles sociaux, nous sommes constamment façonnés par les opinions et attentes externes. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre sain entre absorber les influences et maintenir nos propres limites. Comprendre comment gérer cette dynamique peut être la clé pour une vie plus équilibrée et satisfaisante. Imaginez que vous naviguez sur les réseaux sociaux et voyez une multitude de publications sur les modes de vie, les carrières et les réussites personnelles. Ces contenus peuvent vous inspirer, mais ils peuvent aussi créer une pression invisible pour vous comparer aux autres et suivre des normes qui ne correspondent peut-être pas à vos propres valeurs et objectifs. L'influence externe, lorsqu'elle n'est pas gérée avec soin, peut conduire à un sentiment d'insuffisance et à une sensation constante que vous devez vous efforcer davantage pour répondre à des attentes souvent irréalistes. L'influence ne se limite pas aux réseaux sociaux. Elle se manifeste également dans nos relations personnelles et professionnelles. Au travail, par exemple, les attentes et normes de l'entreprise peuvent influencer la façon dont vous percevez votre propre performance et vos objectifs. Dans votre cercle social, la pression des amis et de la famille peut vous amener à prendre des décisions basées sur ce que les autres attendent de vous, plutôt que sur ce que vous désirez réellement. C'est là que les limites entrent en jeu. Établir des limites saines est essentiel pour protéger votre bien-être émotionnel et maintenir votre authenticité. Limiter le temps que vous passez sur les réseaux sociaux peut aider à réduire la pression de vous comparer aux autres. Définir les types d'influences que vous êtes prêt à accepter et celles que vous préférez éviter peut faire une grande différence dans votre image de soi et votre satisfaction personnelle. De plus, il est crucial de communiquer clairement vos besoins et limites aux autres. Si vous sentez que vous êtes poussé à suivre un chemin qui ne résonne pas avec vos valeurs, il est important d'exprimer vos préoccupations de manière assertive et respectueuse. Établir ces frontières peut non seulement aider à protéger votre espace personnel, mais aussi favoriser des relations plus saines et authentiques. Une autre stratégie pour gérer l'influence externe est de pratiquer l'autoréflexion. Prenez le temps de réfléchir à vos propres croyances, valeurs et objectifs. Demandez-vous si les influences externes que vous recevez sont alignées avec ce que vous désirez vraiment pour votre vie. Parfois, l'influence peut sembler positive, mais si elle n'est pas en accord avec vos véritables aspirations, elle peut finalement causer plus de stress que de bénéfices. De plus, cherchez de l'inspiration et des conseils auprès de sources réellement alignées avec vos valeurs et objectifs personnels. Entourez-vous de communautés et de mentors qui partagent vos passions et intérêts et qui peuvent offrir un soutien sincère et constructif. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler complètement des influences externes, mais plutôt rechercher celles qui complètent et renforcent votre parcours personnel, au lieu de celles qui ajoutent simplement de la pression et des attentes. En résumé, l'influence externe est une partie inévitable de la vie moderne, mais il est important d'apprendre à la gérer de manière à respecter vos propres limites et valeurs. Établir et maintenir ces limites peut aider à réduire la pression, améliorer votre image de soi et garantir que vos décisions sont en accord avec vos véritables désirs et objectifs. En trouvant cet équilibre, vous pouvez vivre une vie plus authentique et satisfaisante, où les influences externes ne sont qu'une partie de l'équation et non le facteur déterminant de votre bien-être et de votre bonheur. Alors, chers amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et compris l'importance d'équilibrer les influences externes avec vos propres limites. Maintenant, un conseil. Restez toujours attentif aux influences qui entrent dans votre vie. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelque chose est à la mode ou parce que tout le monde autour de vous fait d'une certaine manière que vous devez suivre le même chemin. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui a du sens pour vous et ce qui est en accord avec vos propres valeurs et objectifs. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez cette pression pour vous comparer aux autres ou pour suivre quelque chose qui ne fait pas partie de qui vous êtes,
respirez profondément et demandez-vous, est-ce que cela est en accord avec ce que je veux vraiment? Si ce n'est pas le cas, n'ayez pas peur de définir vos propres limites et de faire ce qui est le mieux pour vous. Après tout, votre bonheur et votre authenticité sont ce qui compte vraiment. Restez attentif, protégez votre espace et continuez à être la meilleure version de vous-même. À bientôt!